Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT de l'or, un JT de l'or et de l'écho qui va être extrêmement riche. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans mon antre secret et vous allez voir, il y a plein de choses à partager aujourd'hui ensemble avec une actualité extrêmement vaste et riche. On va essayer d'aller vite, mais ça va quand même être long. J'espère que je vais pouvoir compter sur votre attention. Alors évidemment, une information importante, c'est le retour de Christine Lagarde, de Dame Christine, comme je l'appelais quand elle était ministre de l'économie, celle qui a inventé la croissance négative, celle qui a inventé la relance, c'est-à-dire qu'on fait de l'austérité, on fait de la relance, enfin bon voilà, c'est assez comique. Elle devient gouverneuse, comme on doit dire, je suppose de manière moderne, de gouverneuse de la Banque Centrale Européenne quand Mario Draghi va laisser sa place prochainement à la rentrée. Donc évidemment, Christine Lagarde, c'était celle qui disait aussi en 2009, ben non, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, ceci n'est pas un krach, et évidemment, moi je suis le pape. Voilà, donc très intéressant le choix de Christine Lagarde parce que bien évidemment, ça va avoir pour conséquence de maintenir la politique monétaire qui a été conduite jusqu'à présent par les banques centrales mondiales, que ce soit la banque centrale américaine, japonaise, anglaise, suisse, évidemment européenne, qui est une politique monétaire extrêmement expansionniste et nous allons y revenir. Alors, ce n'est pas tout, les banques sont toujours fragiles. Aujourd'hui, on a la restructuration de la Deutsche Bank. C'est une restructuration qui est massive, c'est une restructuration qui engendre 5 milliards d'euros de pertes, 20 000 suppressions d'emplois et la mise en place de ce qu'on appelle une structure de défaisance, une bad bank, une mauvaise banque, c'est-à-dire qu'on prend tous les actifs pourris, moisis, qui ne vont pas forcément être remboursés, et puis on les met où? On les met dans une bad bank, dans une société qui a été créée pour l'occasion, espèce de truc bizarre. On avait fait la même chose avec le consortium de réalisation, le CDR, pour le Crédit Lyonnais à l'époque du scandale du Crédit Lyonnais. C'est quelque chose de très classique. On prend les actifs pourris, on les met ailleurs, on dit regardez, la banque va bien. Et puis évidemment, cette structure de défaisance, la question c'est à qui appartient-elle et qui c'est qui paye? Eh bien, c'est évidemment le contribuable, puisque ces structures de défaisance sont presque toujours publiques. Ce n'est que le début pour la Deutsche Bank, parce que la Deutsche Bank, c'est des centaines de milliards d'euros de bilan, et c'est des milliers de milliards d'euros de produits dérivés. Et la Deutsche Bank, c'est un mastodonte, c'est un monstre qui ne va pas bien, qui illustre parfaitement les difficultés du secteur bancaire. Je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui de taux zéro. Il n'y a plus de rendement, il n'y a plus de coûts, la dette n'a plus de prix, et c'est un sujet qui est très prégnant, notamment pour les banques, parce que ça érode et ça réduit considérablement les marges des banques, qui du coup sont obligées de se rattraper sur les frais. Mais tous les modèles économiques de chaque banque n'est pas forcément approprié pour pouvoir percevoir du frais, et tout ce qui était plutôt les activités de banque de marché, de banque d'investissement, de banque qui gagnent sur le taux, sur ce qu'on appelle la transformation, c'est j'achète du crédit en gros, j'achète de l'épargne en gros pour la revendre sous forme de crédit au détail, ça c'est ce qu'on appelle l'activité de transformation des banques. Et bien évidemment, dans un contexte de taux zéro, c'est très compliqué d'avoir de la marge, donc de gagner de l'argent, donc c'est compliqué pour un certain nombre d'établissements. Il n'y a pas que la Deutsche Bank qui se restructure, il y a aussi les prix du pétrole. Alors des prix du pétrole qui se maintiennent avec une production qui est maîtrisée et qui est maîtrisée vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite, avec évidemment une bienveillance silencieuse américaine destinée à maintenir les prix du pétrole relativement élevés grâce à un contrôle de la production, et donc on a maintenu, l'Arabie Saoudite et la Russie ont maintenu des quotas plutôt plus bas pour les 9 mois qui viennent. Donc évidemment, ça a un impact sur le marché du pétrole et donc sur les cours du pétrole. Et c'est pas un hasard que les Américains soient silencieux. Et ça, c'était un chiffre sur lequel je voulais un petit peu insister, attirer votre attention cette semaine. Le gaz de schiste, cela perd un max de fric. C'est une industrie qui n'est pas rentable. Alors, elle n'est pas rentable
en 2019, mais elle n'était pas rentable en 2018, elle n'était pas rentable en 2017, elle n'était pas rentable en 2016, mais elle n'était pas rentable en 2015, elle n'était pas rentable en 2014, et puis elle n'existait pas en 2013. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les gaz de schiste, les fracking companies, comme on les appelle, c'est-à-dire les producteurs de gaz de schiste, sont structurellement en perte. Structurellement, chaque année, pour des centaines de milliards de dollars. La question à se poser, évidemment, quand une industrie perd une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, 6 années de suite de l'argent à ces hauteurs-là, la bonne question à se poser, c'est qui paye? La bonne réponse, c'est la Fed. Comment? En achetant tout simplement des obligations et en maintenant des taux très bas qui font qu'en réalité, cette industrie qui permet aux États-Unis d'atteindre l'indépendance énergétique est une industrie qui est totalement subventionnée et c'est une industrie qui est totalement administrée, mais c'est une industrie qui, avec des coûts du pétrole aux alentours de 50 $, est une industrie qui n'est pas rentable. À 60 $, on ne sait même pas si elle est rentable. En fait, personne aujourd'hui n'a une idée très précise sur le seuil de rentabilité des industries de gaz de schiste. C'est une grande inconnue, mais c'est passionnant parce qu'évidemment, il y a beaucoup de liens géopolitiques à faire sur ce qui se passe actuellement, les tentatives de guerre, de contrôle des marchés de l'énergie, etc. Évidemment, tout ça, c'est lié et les politiques des banques centrales ne sont pas fondamentalement aussi indépendantes que ce que l'on pourrait croire. Évidemment, tout ça, c'est organisé au plus haut niveau politique aux États-Unis. Alors, un autre sujet sur lequel je voulais attirer plus longuement cette fois-ci votre attention, parce que c'est un sujet qui est fondamental, ce sont les taux d'intérêt réels. Alors, c'est quoi le taux d'intérêt réel? On va faire simple, le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt auquel je peux placer mon argent ou auquel je vais acheter l'argent, peu importe, moins l'inflation. Si on fait un peu plus compliqué, c'est le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt auquel j'achète l'argent, moins l'inflation, moins le coût du risque. Ça, c'est une notion qui est un petit peu plus compliquée si on l'intègre. Mais faisons simple. J'emprunte à 1%, j'ai 2% d'inflation. La réalité, c'est que j'ai un taux réel négatif. En clair, si je prête, moi je suis un épargnant et je place mon argent à 1%, ce qui veut dire que je prête mes sous à 1% à quelqu'un, donc je vais gagner 1%, mais si au même moment, sur cette même année, je perds 2% d'inflation, et bien évidemment, je me serai appauvri, non pas de 2%, puisque j'ai gagné 1, mais je me serais bien appauvri de la différence, donc de 1%. Lorsque les taux d'intérêt réels sont négatifs, ça pose un vrai sujet, une véritable question autour de ce qu'on appelle le coût d'opportunité d'acquisition de l'or. Nous allons y revenir. Ça, ce que vous avez ici, ce sont les taux d'intérêt réels aux États-Unis, alors qui sont imagés à partir de ce qu'on appelle les bons du trésor indexés sur l'inflation. Et donc leur rendement tend vers 0. Et là, on est à 0,10, entre 0,17 et 0,30. Donc autant dire qu'on est proche de 0. Donc les taux de rendement réel sont proches de 0 aux États-Unis. En Europe, c'est encore pire. Si vous regardez ce tableau, alors vous le verrez dans la présentation qui sera en téléchargement sur le site Insolentiae lundi, et je vous mettrai le lien, mais je ne vous mettrai pas le lien avant lundi, en dessous dans les commentaires, enfin pas dans le commentaire, mais dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien, mais pas avant lundi. L'Allemagne est à moins 0,4, d'accord? Donc l'Allemagne emprunte à moins 0,4 sur 10 ans. La France à moins 0,13. Les Pays-Bas à moins 0,24, la Suisse à moins 0,69. Mais il y a une inflation. Dans chacun de ces pays-là, vous avez une inflation qui est positive, quand bien même elle est faible, quand bien même on peut discuter du taux, etc. Vous avez une inflation, on va dire, allez, entre 1 et 2%. Donc prenons l'exemple suisse. Si en Suisse vous avez 2% d'inflation, ce qui je crois n'est pas le cas, mais si vous avez 2% d'inflation et 0,69% de taux d'intérêt, vous êtes presque à moins 3% de taux d'intérêt réel. Ça veut dire que chaque année, vous n'avez rien fait, que votre épargne a été réduite de 3%. Vous aviez 100 en réalité, l'année prochaine, vous n'aurez plus que 97 en pouvoir d'achat et l'année suivante, ce sera la même chose.
Et ça fait quelques années que ce petit cirque dure. Donc en réalité, il y a un effet d'appauvrissement considérable. C'est une ruine progressive des épargnants. Les épargnants payent toujours les crises et les épargnants ont déjà commencé à payer cette crise depuis plusieurs années à travers des taux d'intérêt et un rendement qui est absent, une inflation qui est réelle. Et donc, si vous vous contentez de placer votre argent de manière classique à la banque, eh bien vous perdez de l'argent tous les ans et vous vous appauvrissez. C'est une forme de taxe. Ce qui se passe là ne peut être combattu qu'en utilisant son argent et en le plaçant dans des outils d'épargne qui sont soit plus risqués, soit plus productifs que l'épargne de dette. D'accord ? Donc vous avez deux types d'épargne. Vous avez l'épargne qui va être, entre guillemets, orientée vers un outil productif et l'épargne financière pure, qui est ce que j'appelle une épargne de dette. C'est vous vous contentez simplement de faire une opération de prêt. Aujourd'hui, les opérations de prêt que l'on pouvait faire en tant qu'épargnant, acheter des obligations d'État, bon, aujourd'hui ça ne rapporte plus rien, prêter à l'État français via classiquement son contrat d'assurance vie, ça ne rapporte plus rien. Prêter à court terme via des SICAV qu'on appelait les SICAV monétaires, ça n'existe plus parce que c'est des taux qui sont négatifs, donc ça ne rapporte plus rien. Donc en réalité, il n'y a plus d'épargne dite de taux, d'épargne dite de crédit. Il ne reste plus que l'épargne dite, que j'appelle moi productive, qui va s'investir dans des entreprises, éventuellement dans des SCPI, dans de l'immobilier. Et donc c'est pour ça que vous avez un immobilier qui monte, et c'est pour ça que vous avez des marchés financiers qui montent, et que vous avez des obligations qui rapportent beaucoup parce qu'elles ont été émises il y a des années, qui montent aussi, puisqu'évidemment tous les autres rendements soit tendent vers zéro, soit sont négatifs. Donc que faire de son argent? Et c'est là qu'on en arrive justement au coût d'opportunité d'acquérir de l'or. Quand les taux d'intérêt sont négatifs, il faut bien se rendre compte que cela revient à appauvrir les gens. Et comme on appauvrit les gens parce qu'on crée une abondance de monnaie, eh bien cette abondance de monnaie vient dévaloriser la valeur de votre monnaie. C'est exactement ça qu'indique l'or ici. Alors ça, c'était la semaine du 7 juin. On est quasiment la semaine du 7 juillet, un mois plus tard. Non, je suis allé trop loin. Et donc là, je vais remonter, nous étions ici à 1338 $ l'once. Et un mois après, nous sommes à 1400, allez, on va dire au-dessus de 1410 $ l'once. Donc nous avons eu évidemment une très très grosse poussée haussière. Et vous voyez qu'ici, on est aux alentours de 1420. C'est créé une résistance. Et cette résistance, va-t-on la franchir ou pas? C'est fort probable de toute façon qu'on la franchisse à un moment donné ou à un autre. Pour une simple et bonne raison. C'est que les taux d'intérêt réels sont négatifs. L'argent ne rapporte plus rien parce qu'il y a trop d'argent et qu'à partir du moment où les marchés commencent à comprendre qu'il ne peut pas y avoir de normalisation de la politique monétaire, ça veut dire qu'il y aura par définition, si on ne fait pas moins de politique monétaire et moins d'impression d'argent, on va faire plus d'impression d'argent et plus de politique monétaire. Et donc plus de politique monétaire égale plus de dévalorisation monétaire à un moment donné. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué dans ce dossier de plus de 40 pages consacré à l'or, l'étoile fixe qui brille dans le ciel. Pourquoi l'étoile fixe qui brille dans le ciel? Mais tout simplement parce que l'or, c'est un étalon qui, lui, ne bouge pas dans un système de change flottant. Vous devez bien comprendre qu'on est dans un système de change flottant. Vous avez le dollar qui est coté par rapport à l'euro, qui est coté par rapport au franc suisse, et chacune de ces monnaies, de ces grandes devises, sont cotées les unes par rapport aux autres. Vous devez logiquement bien visualiser que si je suis le dollar et que j'émets beaucoup de dollars, eh ben le dollar va baisser par rapport à l'euro. Et puis finalement, l'année d'après, c'est moi l'euro qui émet beaucoup plus d'euros que de dollars. Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'euro, il va baisser par rapport au dollar. Et vous vous rendez bien compte que là, je suis arrivé à une forme de parité. Mais dans un système de change flottant, si toutes les monnaies se dévalorisent progressivement et à peu près à la même vitesse, même si c'est décalé dans le temps, je ne peux pas voir le mécanisme de dévalorisation se produire dans un système de change flottant.
La seule chose qui me permette de visualiser ce processus de dévaluation, c'est évidemment une étoile fixe, qui est l'or. Et l'or ne monte pas, ce sont les monnaies qui diminuent, ce sont les monnaies qui baissent parce que les taux d'intérêt sont réels, sont négatifs, et qu'évidemment, l'argent perd de son pouvoir d'achat, perd de ce qu'on appelle sa capacité à faire réserve de valeur. C'est tout ça que je vous ai expliqué là-dedans, notamment le paradoxe, le fait qu'il n'y a pas de paradoxe dans la bulle de tout quand tout monte, les prix de l'immobilier montent, les prix des actions montent, les prix des obligations montent, les prix de l'or montent, et on se dit mais c'est pas possible, l'or c'est le baromètre de la peur, si le baromètre de la peur monte parce que l'or monte, je ne comprends pas pourquoi les gens achètent aussi des actions. Eh bien si, en réalité tout ça est totalement lié et il n'y a strictement aucun paradoxe là-dedans. On doit juste comprendre qu'on est dans un processus de création monétaire tellement important que ce processus de création monétaire considérable va aboutir à un moment donné ou à un autre à un processus de destruction monétaire. Avant que la monnaie se détruise, avant qu'elle n'implose, avant qu'elle ne vaille plus rien, on est quelque chose, encore une fois, d'itératif, de progressif, dans un système de change flottant, dans une fiction imaginaire et collective mondialisée à laquelle tout le monde veut croire. Donc, on sous-estime toujours la solidité des systèmes, mais on surestime toujours leur capacité à s'effondrer beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc, en clair, ça peut tenir beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit, mais quand ça va s'effondrer, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, on est exactement là-dedans. Les monnaies peuvent tenir encore extrêmement longtemps, plusieurs années, peut-être encore 4 ans, peut-être encore 5 ans. Certains disent même 10 ans. Je ne sais pas si on ira jusqu'à 10 ans, mais après tout, c'est possible. La réalité des choses, c'est qu'à un moment donné, quand on crée trop de monnaie, vous avez un problème monétaire. Quand vous créez trop de monnaie, vous avez une destruction monétaire. La prochaine crise, elle ne sera pas financière. La prochaine crise qui sera problématique, elle va être monétaire. Oubliez la crise financière. Et puis une crise financière, c'est sans trop d'importance. Il n'y aura pas de crise financière dans un contexte de taux zéro. Avec des taux réels négatifs, il ne peut pas y avoir de crise financière d'ampleur pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une crise financière à partir du moment où il y a une insolvabilité. Souvenez-vous, la crise des subprimes de 2009. Pourquoi il y a une crise des subprimes en 2009 ? Parce que vous avez l'insolvabilité de certains ménages américains fragiles à qui on a prêté et à qui nous n'aurions pas dû prêter. Et ces ménages américains qui ne sont pas très solvables parce qu'ils sont fragiles, on les a endettés à taux variable. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur augmente les taux. Et à partir de 2005, la Réserve fédérale américaine augmente les taux d'intérêt et les passe globalement de quelque chose comme 1% à quelque chose comme 5%. Ce qui veut dire que là où les ménages américains un peu fragiles empruntaient à 3, ils se retrouvent à 7 ou 8 ou 9. Mais évidemment, ils ne peuvent plus rembourser. Il y a une crise financière quand il y a insolvabilité d'un certain nombre d'agents économiques. Avec des taux zéro, vous ne pouvez pas avoir d'insolvabilité créée par une augmentation des taux. Pourquoi on a un crack fin 2018, d'octobre à décembre 2018 l'année dernière? Mais parce que la Réserve fédérale fait le même cirque, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle va augmenter ses taux. Donc elle est en train de créer l'insolvabilité d'agents économiques. À partir du moment où les banques centrales refusent d'augmenter les taux, et à partir du moment où les banques centrales disent il n'y aura plus d'augmentation de taux, on va même les baisser, on va les maintenir à zéro de manière éternelle et pour toujours, et puis peut-être même qu'on va faire de la théorie monétaire moderne, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent à tout le monde encore plus vite et encore plus fort. Vous ne pouvez pas avoir d'insolvabilité avec une telle politique. Donc vous n'aurez pas de crise financière. Vous aurez in fine une crise monétaire. La prochaine crise ne sera donc pas financière, elle sera monétaire. Et c'est ce que l'or vous dit quand il monte. Il vous dit attention, in fine, au bout du bout, comme on ne peut plus monter les taux, comme on ne peut plus normaliser la politique monétaire, et ça c'est quelque chose que j'évoque aussi dans ce dossier, la normalisation des politiques monétaires a-t-elle échoué? Je peux vous donner la réponse sans même que vous alliez voir ce dossier. Évidemment, oui, la normalisation des politiques monétaires a totalement échoué. Et c'est ça que vous matérialise l'or et son augmentation. Alors c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on est en train de créer une gigantesque bulle de tout. Et la bulle de tout, où est-ce qu'elle est cachée ma bulle de tout? Elle est ici la bulle de tout. Dans cette bulle de tout absolument gigantesque, tout va monter.
Et je vais même vous avouer quelque chose. Il se pourrait que dans la bulle de tout, l'or soit l'actif qui monte le moins vite. Je reprends dans la bulle de tout. L'or pourrait monter moins vite que les actions. L'or pourrait peut-être monter moins vite que de l'immobilier. L'or pourrait peut-être monter moins vite que certains autres actifs. Sauf qu'à l'arrivée, eh bien, vous allez avoir un processus monumental de destruction monétaire. Et qu'est-ce qu'est la monnaie? In fine, c'est l'or. Et donc l'or vous permettra de passer cette crise monétaire aiguë, c'est-à-dire de survivre à l'effondrement du système monétaire de change flottant actuel hérité de la fin des accords de Bretton Woods en 1971, et être capable de transférer de la valeur dans le futur système monétaire qui va émerger. Qui va émerger quand? On ne sait pas, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il émergera par surprise. Ce qui est certain, c'est qu'on ne vous annoncera pas, vous savez, dans 6 mois, on va changer de système monétaire. Non, vous aurez une crise. Cette crise sera absolument dantesque. Et pour régler cette crise, eh bien, on va probablement être obligé d'effacer les dettes, presque 200 000 milliards de dollars d'endettement au niveau planétaire, autant dire des dettes que l'on ne paiera jamais et que l'on n'en remboursera jamais, mais le système monétaire dans lequel nous sommes, avec des monnaies qui sont créées ex nihilo à partir de rien et qui ne reposent sur rien si ce n'est sur de la dette, nous existons sur ce qu'on appelle la monnaie dette. Si vous avez un problème de dette dans le système de monnaie dette, vous avez un problème monétaire. Encore une fois, la prochaine crise ne sera pas financière, elle sera monétaire. Et pour s'y préparer, eh bien évidemment, il faut comprendre les mécanismes sous-jacents et ne pas hésiter à surpondérer les actifs tangibles dans lesquels vous allez trouver l'immobilier avec une possibilité d'effet de levier via de l'endettement à taux zéro, voire même à taux d'intérêt réel négatif aujourd'hui. Vous allez trouver certaines actions d'entreprise et vous allez évidemment trouver les métaux précieux. Voilà, donc je voulais vraiment insister aujourd'hui sur cette notion de taux d'intérêt réel parce que les taux d'intérêt réels vous indiquent que vous avez aujourd'hui une énorme probabilité d'aller vers une crise monétaire et qu'on peut échapper à une crise financière quand on n'a pas d'action de la Lehman Brothers ou qu'on n'a pas d'action en bourse. Bon, bah ma foi, les marchés s'effondrent, ça me fait une belle jambe, ça ne change pas ma vie. En revanche, tout votre patrimoine, toute votre activité, tout ce que vous faites, tous vos gains, tous vos sous, tout est exprimé en monnaie. Si vous avez un problème avec la monnaie, vous avez un problème, j'ai un problème, nous avons tous un problème. On peut échapper à une crise boursière, on peut échapper à une crise financière. Personne n'échappe à une crise monétaire, si ce n'est en se désensibilisant à la monnaie actuelle. Et pour se désensibiliser à la monnaie actuelle, il faut convertir la monnaie que l'on a et celle que l'on n'a pas et que l'on peut emprunter à taux réels négatifs en actifs tangibles qui, eux, retrouveront une expression monétaire dans la future monnaie qui émergera à l'issue du processus de destruction monétaire que nous vivons actuellement et qui sera inévitablement suivi d'un nouveau processus de création d'un nouveau système monétaire, et ça se fait de manière très régulière. Après la Deuxième Guerre mondiale, 45-46, c'est Bretton Woods et c'est un nouveau système monétaire qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale. Les années 70, 71, tout ça, ça voit l'explosion de ce système monétaire hérité de la Deuxième Guerre mondiale et on passe dans le système d'échange flottant dans lequel nous vivons actuellement. Et bien nous arrivons au bout et nous allons détruire ce système monétaire. Nous allons aller au bout du processus de destruction de ce système monétaire et puis nous allons en faire émerger un nouveau. Et ce qui va accompagner le changement d'état d'un système à un autre, eh bien ça s'appelle une crise. Ce sera une crise monétaire. Elle sera dantesque, monumentale, considérable, colossale. Et tous les mots en hal que vous voulez et qu'on peut rajouter. Mais en revanche, il y a une façon de survivre et c'est exactement celle que je viens de vous expliquer, que je détaille dans ce dossier, mais que je viens de vous expliquer dans ces grandes lignes. Vous avez simplement à surpondérer les actifs tangibles qui retrouveront une expression monétaire dans le futur système monétaire qui nous attend. Je vous souhaite une excellente semaine.
Je vous souhaite de très bons partages. N'oubliez pas de mettre les petits pouces bleus, d'aimer cette vidéo, de la partager, d'en parler, de la faire suivre si le cœur vous en dit. Et puis accessoirement, vous pouvez aussi soutenir le site Insolentiae et vous abonner à la lettre stratégie et vous aurez évidemment ce rapport extraordinaire et exceptionnel qui est la lettre stratégie du mois de juin. Merci à toutes, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT, un vrai JT de l'écho et un vrai JT de l'or. Merci, au revoir.